Le complément alimentaire, déjà, il a deux rôles. Il a un rôle nutritionnel, effectivement, donc il va combler des carences supposées ou avérées, et il a également un autre rôle physiologique, c'est-à-dire booster l'organisme, soutenir l'organisme et diminuer les inconforts physiologiques. AVS avec Philippe Robichon. AVS est aujourd'hui à votre santé naturelle. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Et nous allons parler de santé naturelle avec mon invité Mathieu Boirfa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Voilà, vous êtes biologiste spécialisé en santé naturelle. Votre compétence première, écrivez-vous, est de reconnaître et de comprendre les actifs naturels et de savoir comment ils fonctionnent. Vous avez passé 15 ans à en faire de ces produits naturels. D'où parlez-vous alors? Vous êtes le concepteur ou l'expert? Alors là, je dirais peut-être les deux. En tout cas, j'ai fait une formation en tant que biologiste biochimiste et ensuite je me suis spécialisé en santé naturelle et en prévention de santé. Parce que c'est vrai que les compléments alimentaires sont mal appréhendés aujourd'hui, que ce soit par le grand public ou les professionnels de santé, même les biologistes. C'est pour ça que j'ai fait une dernière année de spécialisation et ça fait 15 ans que je fais de la conception de produits, depuis l'idée jusqu'à la commercialisation. Vous avez créé un média qui s'appelle NutraStream en 2021, un média interactif sur les ingrédients de santé naturelle. Et vous vous défendez d'être un influenceur santé. Alors, pourquoi ? Je ne suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu. Je trouve qu'il y a vraiment une différence. Mais vous vous défendez Exactement, exactement. L'objectif, en fait, c'est vraiment de diffuser l'information au plus grand nombre. Beaucoup de personnes ont une image assez positive, finalement, du complément alimentaire, en tout cas le grand public. Et l'objectif, c'est de donner la bonne information. Entre ceux qui vont vous dire que tous les produits fonctionnent, ça peut même vous prévenir un certain nombre de cancers, alors que c'est faux, et d'autres personnes qui nous disent que ça sert à rien, voire c'est dangereux, il était important, à mon sens, de placer le curseur au bon endroit. Vous publiez Complément alimentaire, votre révolution santé, toute la vérité pour faire le bon choix chez Marabout. Quand on parle de complément alimentaire, on parle de quoi? Est-ce que c'est un complément à l'alimentation ou finalement le mot est mal choisi? Le mot est très très mal choisi. J'aurais préféré les nommer produits de santé naturelle, comme au Canada avec leur réglementation PSN. Ils ne sont pas là uniquement pour compléter l'alimentation, c'est une idée reçue. Alors vous expliquez dans votre livre que la parole est bâillonnée en France sur les compléments alimentaires, qu'il y a beaucoup de choses que vous voudriez nous dire mais que vous ne pouvez pas nous dire parce que la réglementation et l'Europe interdit de dire ces choses-là. C'est quoi la réglementation en vigueur ? Alors la réglementation en vigueur sur les compléments alimentaires, elle vient de l'Europe, c'est la réglementation les allégations de santé, tout simplement. Donc en gros, on a une liste positive qui est déjà vraiment très limitée. Il y a un peu plus de 200 allégations autorisées et plus de 1600 en attente sur les plantes. Et cette réglementation est totalement délétère pour tout le secteur. C'est-à-dire que, je donne un exemple, imaginons demain je vends de la cranberry. Pour tout c'est l'exemple que vous prenez, c'est un bon exemple. Exactement, c'est vraiment un bon exemple parce que c'est un des seuls actifs naturels qui est présent dans les livres de médecine. J'ai mis toutes les sources dans l'ouvrage. Si par exemple demain je vends la cranberry, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert. Si je suis au Canada, au Japon, en Chine, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, je peux vous dire que ça évite, de manière traditionnelle ou non d'ailleurs, les récidives. Donc on n'est pas vraiment dans la maladie, on n'est pas dans, je dirais, ça soigne, c'est pas ça. On est vraiment dans la prévention, alors qu'il y a énormément de problèmes avec les antibiotiques, on le sait, on est 4e pays dans l'Europe à consommer des antibiotiques, il y a les problèmes d'antibiorésistance, et normalement, eh bien, si je le fais, je peux avoir jusqu'à 430 € d'amende par boîte vendue et 6 mois de prison avec sursis. On parle quand même d'un fruit, c'est très 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 inoffensif. Il y a quand même peu de contre-indications et c'est vraiment dommage d'avoir cette réglementation qui est totalement délétère pour tout le secteur. C'est pareil pour le jus de cranberry, on peut pas dire pourquoi c'est bon? Ah non, on peut pas, non. Même pour le jus. Donc on peut pas dire, c'est ça, l'allégation santé. Exactement. Ça c'est interdit, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour le... Non. Pour certains actifs, c'est autorisé. Par exemple, le magnésium contribue à réduire la fatigue. Ça, c'est une allégation qui est autorisée. Mais par exemple, pourquoi c'est autorisé ? Parce que c'est fondé sur des études qui sont sur énormément de personnes. Et ces études-là, en plus, ça doit être menées sur une population saine. C'est très difficile. Un autre exemple, le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie. Le SOPK, oui. Exactement, le SOPK. Donc, on a l'inositol qui est un excellent actif avec des études robustes, solides. Mais l'Union européenne nous dit non, on ne peut pas communiquer autour des bénéfices santé des produits quand on est une marque, tout simplement parce que c'est pas fait sur une population saine. Ce qui est complètement, je dirais, débile si je puis me permettre. Mais c'est censé nous protéger finalement. Alors, protéger, prévenir...
compléter l'alimentation, je dirais booster l'organisme. Le complément alimentaire a différents rôles, hein. Donc on va sûrement en parler. On va voir. Tout à fait. Donc ça, il faut le dire, il y a toujours quelque chose qui ne rentre pas, je dirais, dans les cases au niveau administratif. Peut-être que la réglementation est juste trop stricte et qu'elle ne correspond pas à ces produits. Bon, Danone a eu le même problème avec le bifidus. Hein. Oui, exactement. En gros, pour comparer, voilà, exactement. Ce qu'on peut plus dire aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, ils diraient c'est bon pour le microbiote, mais ils n'ont plus le droit de le dire. Voilà, maintenant on va dire faites sourire votre ventre. Voilà. C'est pour ça que beaucoup nous disent que le secteur, il y a énormément de marketing, mais puisqu'on peut rien dire, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Pourquoi prendre un complément alimentaire alors que l'alimentation moderne est censée nous apporter tous les nutriments dont nous avons besoin aujourd'hui ? J'attendais cette question, Philippe. Merci beaucoup. Alors, le complément alimentaire, déjà, il a 2 rôles. Hein. Attention, il a un rôle, et dans sa définition réglementaire, il a un rôle nutritionnel, effectivement. Donc, il va combler des carences supposées ou avérées. Et il a également un autre rôle physiologique, c'est-à-dire booster l'organisme, soutenir l'organisme et diminuer les inconforts physiologiques. Par exemple, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire la prostate qui grossit avec l'âge ou encore la ménopause, ne sont pas des maladies. Et donc là, il y a énormément de compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Pour la partie nutrition, en fait... Le palmier... le saule palmetto, par exemple l'huile de pépins de courge sont excellents pour la prostate. Et justement, il faut agir avant. Plus on attend et plus ça va être compliqué justement de retrouver l'équilibre, l'homéostasie du corps. Donc là, on a le droit de le dire, en fait. Ça, oui, mais sachez que normalement, hein, théoriquement, toutes les allégations plantes ont été refusées par l'Europe, mais on s'est dit, attendez, vous demandez plus d'études aux compléments alimentaires que le médicament en base de plantes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ces allégations sont en attente et peuvent être utilisées, justement parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, cette réglementation, elle est délétère pour le secteur. Elles sont en attente depuis 2012. Et pour revenir à votre question sur l'alimentation d'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs choses à dire ici. Les études, c'est vrai, elles sont pas, je dirais, il n'y a pas de consensus scientifique sur les études qu'on a fait autrefois en disant que la pomme d'aujourd'hui, c'est plus la même. C'est vrai que les études, il y a quand même une méthodologie qui est un petit peu douteuse parfois. Certes, en revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que déjà, le stress va puiser dans l'organisme un certain nombre de choses. Le magnésium, le zinc, on a vu un épuisement de ces 2 oligo-éléments qui sont nécessaires pour une bonne fonction psychologique, donc stress, sommeil, morale par exemple. Vous avez aujourd'hui une agriculture quand même qui est plus sur la quantité que sur la qualité. Les fruits et légumes voyagent, on n'est plus du tout dans des fruits mûrs. Par exemple, la myrtille, au bout de 3 jours, il y a beaucoup moins de vitamines du groupe B, hein, il faut le savoir. Donc, après, nous, on le stocke chez nous, hein, le fruit, donc c'est un petit peu difficile. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que, effectivement, le complément alimentaire peut être intéressant, mais je rappelle évidemment qu'il ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. Mais si on mange, on va dire bio, qu'on mange de tout, hein, qu'on a les protéines, voilà. Est-ce que finalement on a besoin de compléments alimentaires ? Alors, le bio ne garantit pas un aliment riche en vitamines et minéraux. Attention, on est vraiment sur, par exemple, tout ce qui est écologie, moins de pesticides, etc. Oui, et ça peut être mieux, mais attention, le fruit peut très bien venir du Brésil, voyager, pas être cueilli à maturité, donc vous n'avez pas du tout le même profil nutritionnel. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Malgré tout, même si vous mangez varié équilibré, le complément alimentaire est utile. Par exemple, je mange varié équilibré. J'ai pas de carence en zinc. Je prends du zinc justement parce que en tant qu'homme, je sais très bien que ma ligne frontale recule progressivement et donc par conséquent, je fais de la prévention. Voilà, donc il y a ces 2 catégories. Donc j'en déduis que le zinc, c'est bon pour les cheveux. Oui, et l'Europe nous autorise à le dire pour une fois, donc profitons-en. Sinon, j'ai des adresses en Turquie. Hein, pour l'instant, ça va, tout va bien, mais je le note. Non, c'est-à-dire que voilà, c'est ça, on peut le dire. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. Finalement. Exactement, mais moi j'ai la parole assez libre, en tout cas dans le livre, je me permets quand même de titiller un peu tout ça parce que je pense qu'à un moment donné, les médias doivent aussi en parler. C'est très important parce qu'aujourd'hui, le complément alimentaire, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas dire alors qu'il y a des études. Soit il y a des études, soit il n'y a pas assez d'études, soit c'est sur une population qui est malade, donc on ne le prend pas en considération. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc il faudrait que cette réglementation change, tout simplement. Les compléments alimentaires bénéficient-ils d'une autorisation de mise sur le marché, d'une AMM, comme les médicaments ? Alors, ce ne sont pas des médicaments, donc non, déjà, attention, néanmoins, c'est également une idée reçue. En fait, quand vous développez un nouvel actif, par exemple, une vitamine D issue de la fermentation d'une bactérie sur des feuilles de thé, je dis vraiment n'importe quoi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Donc on obtient une vitamine D d'origine naturelle, il faut une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est un AMM qui va être par contre très spécifique aux aliments et aux compléments alimentaires. Et donc, il faut tout un dossier de qualité et surtout de justifier pourquoi on le fait. Mais tous les compléments alimentaires qui sont vendus aujourd'hui ont cette autorisation ? Les nouveaux. Ouais. Et après, en fait,
quand vous réutilisez cet actif, il n'y a plus d'autorisation de mise sur le marché puisque tout le monde l'utilise derrière. Donc ensuite, un complément alimentaire. Donc ça, c'est la réglementation Novel Food pour les personnes qui souhaitent vérifier. Et ensuite, le complément alimentaire, c'est juste une déclaration de mise sur le marché. Tout simplement, voire une autorisation dans certains cas, mais on est plutôt dans la déclaration avant la mise sur le marché. Et de toute façon, étant donné que la molécule, la vitamine D, l'exemple que je vous ai donné, elle est validée par l'Europe avec un AMM, mais spécifique aux aliments, il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième AMM pour le coup. Si vous me branchez sur la vitamine D, on ne va pas s'en sortir. Alors, la vitamine D, on la prend sous quelle forme ? Alors, c'est-à-dire forme galénique ou forme ? C'est pas la même chose. Forme galénique, ampoule, quelle est la plus efficace ? Alors c'est vraiment un sujet touchy. Non, mais je sais, c'est parce que c'est un sujet qui revient souvent. Je sais bien. Alors, quand on utilisait les ampoules, par exemple tous les mois ou tous les 3 mois, il est vrai qu'on n'a pas vraiment remarqué d'efficacité chez un certain nombre de personnes. Quand on a une grosse carence, ça peut être utile, ponctuellement. En revanche, il y a des études qui montrent que si on la prend quotidiennement à des doses physiologiques... Pourquoi ? Parce que l'ampoule, elle est trop chargée ? Elle est trop concentrée. Et ça, dans le Vidal, vous pouvez vérifier la demi-durée de vie de la vitamine D, c'est 21 jours. Donc quand vous prenez 3 mois, c'est compliqué. Donc c'est même écrit dans le Vidal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'ampoule, elle est utile quand la carence, elle est vraiment très forte. Effectivement, là, on va prendre un médicament. Donc c'est l'ampoule. De toute façon, je rappelle, il faut respecter la prescription de votre médecin, bien entendu. Ensuite, il y a des cas spécifiques comme l'ostéoporose, où il vaut mieux effectivement prendre une ampoule une fois par mois, parce qu'il faut une bonne dose de vitamine D pour éviter un certain nombre de choses. Quoique l'Europe nous autorise à dire dans les compléments alimentaires que de prendre de la vitamine D quotidiennement à des doses physiologiques compléments alimentaires, c'est 2 allégations validées par l'Europe, c'est tout ce qui est risque de chute et tout ce qui est ostéoporose. Donc dans les 2 cas, ça fonctionne. La vitamine D prise quotidiennement, c'est quand même beaucoup mieux et on l'observe très souvent. En tout cas, j'ai énormément de témoignages positifs à ce sujet-là. Aujourd'hui, étant le compte numéro 1 sur les compléments alimentaires en France, je pense qu'on a déjà une bonne idée de ce qui peut se passer. Ça, c'est la spéciale minute pub. NutraStream qui s'affiche sur la vidéo. Vous l'affichez, j'espère. Mais non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire, OK, quel est le retour aussi de la population sur ces produits-là ? Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un bon nombre d'abonnés parce que ça nous donne une idée aussi. Beaucoup de personnes me disent, j'ai pris l'ampoule tous les 3 mois, mon taux ne bouge pas. Et je leur dis, allez voir le pharmacien. Au moins, c'est un professionnel de santé qui peut aussi vous conseiller. Et là, on me dit, waouh, mon taux est passé de 20 à 40, 50. Donc, la vitamine D prise quotidiennement, c'est bien, mais attention, je nuance. Quand on a des fortes carences ou dans des cas spécifiques, bien sûr, il faut toujours écouter la prescription de son médecin. Et on voit qu'il y a quand même une efficacité qui est plus importante sur le complément alimentaire, en tout cas sur la vitamine D. Bon, beaucoup prennent de la vitamine D alors qu'ils ne savent même pas s'ils sont carencés ou pas, parce qu'il faudrait le mesurer. Alors, le dosage max en Europe, c'est 4000 UI. En France, on est à 2000, on est même monté. Le dosage en vente libre est passé à 3000 UI. Donc, pour vous dire qu'en tous les cas, en termes de risque, c'est plutôt très, très limité. S'il y a un surdosage dans la prise de sang, par exemple, après la prise de vitamine D, c'est qu'il était déjà présent, en fait, tout simplement. Donc, la vitamine D, aujourd'hui, on est plus de 80% à en manquer. C'est quand même un chiffre qui est énorme. S'il y a bien un actif à prendre, c'est celui-ci. Avec le magnésium, ça, on n'y pense pas aussi. C'est les 2 actifs que vous conseillez. Voilà. Ouais, Au moins, si on devait en prendre que 2. C'est ça, exactement. Le magnésium permet d'activer la vitamine D plus facilement. La vitamine D permet au magnésium de rester plus longtemps dans les cellules, tout simplement. Et le magnésium, sous quelle forme ? Alors, pas de magnésium marin, c'est très moyen. Donc, il y a des formes qui sont organiques, qui sont mieux assimilées par le corps, qui vont donner moins de troubles digestifs. En l'occurrence, on retrouve les formes telles que le bisglycinate de magnésium, le malate de magnésium, le glycérophosphate de magnésium. Alors je sais, ce sont des termes un petit peu scientifiques. Je n'ai rien à voir sur la nomenclature qu'on utilise sur les produits, mais en tout cas, il suffit de lire la liste des ingrédients et là, on arrive en fait à identifier les formes utilisées. Mathieu Boirfa est notre invité, créateur du compte NutraStream, qui est un média et qui publie aujourd'hui Compléments alimentaires, votre révolution santé aux éditions Marabout. Peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. Les compléments alimentaires, vaut mieux éviter de les prendre sans orientation d'un spécialiste. Pas d'automédication quand même. Vous pouvez répéter la question, Philippe. Non, pour les compléments alimentaires, on ne peut pas quand même poser la question à un spécialiste. C'est toujours bien de poser une question à un spécialiste. Parce qu'il peut y avoir des risques d'interaction, des allergies. Oui, bien sûr. Alors quand on a une allergie, c'est écrit dessus comme un aliment vendu en supermarché. Pour les dosages, surtout sur la durée. Il ne faut pas parce que... Alors, que dit la réglementation là-dessus ? Alors, la réglementation, elle ne force pas les gens à aller voir un spécialiste, sauf si c'est important, comme, je ne sais pas, le saupalmetto, là, nous oblige à indiquer, par exemple, donc c'est une plante, elle nous oblige à aller voir un spécialiste. Moi, de toute façon, je le dis toujours dans mes contenus, en cas de doute ou non, faites un point avec un médecin et ou pharmacien. C'est toujours bien de le faire quand même. Quand on prend un traitement, c'est bien.
Les contre-indications sont déjà indiquées sur l'étiquetage. Néanmoins, même si on prend d'autres médicaments, c'est toujours intéressant, je pense, quand même, de faire un point avec son pharmacien. Mais en revanche, il y a des produits comme le magnésium qui sont vendus dans des boutiques de sport, d'ailleurs, on le voit bien. Il n'y a pas de risque sur le magnésium. Quand on a une insuffisance rénale, on le sait, de toute façon, c'est le professionnel de santé qui avertit en disant qu'il faut adapter le dosage avec son professionnel de santé, par exemple. C'est pas comme la médecine finalement, avec les plantes, les huiles essentielles, où c'est mieux d'aller voir un naturopathe ou un spécialiste. Quand ils sont formés, oui. Pourquoi ils sont pas tous formés ? Non. Alors, on parle des compléments alimentaires. Est-ce que c'est mieux de les acheter en pharmacie ou pas ? Et est-ce que les meilleurs sont forcément en pharmacie ? Alors, je trouve que c'est bien de faire un point avec son pharmacien. Tout de même, sur sa situation, qu'est-ce qu'on prend à côté ? Est-ce qu'on prend des médicaments ? Est-ce qu'on prend d'autres compléments alimentaires pour éviter de prendre trop de zinc, par exemple ? Donc ça, c'est le premier point. En revanche, si on me demande si demain, je dois acheter mes produits en pharmacie, dans 80% des cas, non. En termes de composition, ça peut être compliqué. Les additifs controversés, par exemple, on en trouve beaucoup dans les produits en pharmacie. Les formes de vitamines et minéraux, ça peut être compliqué. Néanmoins, il y a des marques qui travaillent de mieux en mieux et j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Quelle différence faites-vous entre un complément alimentaire et un médicament à base de plantes ? Le médicament à base de plantes, son objectif est uniquement pharmacologique, c'est-à-dire qu'il va traiter, guérir une maladie ou prendre en charge les symptômes. Un complément alimentaire a un rôle physiologique. Donc on est vraiment avant la maladie ou dans la zone, on va dire, un peu grise, où on ne sait pas trop. On n'est pas dans la maladie, mais on n'est pas non plus en bonne santé. Et ça, c'est important, j'en parle dans le livre, et c'est dans la définition réglementaire du complément, j'invente rien. Vous pouvez vérifier dans le décret 2006 du complément alimentaire, en tout cas en France, et aussi dans l'Union européenne, dans la directive 2002. Donc, il peut y avoir un petit effet pharmaco, mais pas exclusivement pharmaco pour le complément alimentaire. On est vraiment dans le rôle nutritionnel et au physiologique, ça c'est important. On n'est pas dans le médicament. Quelles sont les différentes catégories d'actifs qu'on trouve dans un complément alimentaire, par exemple ? Alors, il y a différentes catégories. On va trouver d'abord les vitamines, évidemment. Par exemple, la vitamine C, la vitamine D. On va retrouver les minéraux, le fer, le zinc, le magnésium. On va retrouver les plantes, comme par exemple le saut palmetto ou encore l'ortie. On va retrouver également des actifs qu'on peut retrouver dans l'alimentation, comme le miel, la pectide de pomme, des produits novel food, donc qui ont obtenu des AMM justement, mais spécialisés aliments comme les graines de chia, par exemple l'huile qu'on peut retrouver dans ces graines, et d'autres substances comme des probiotiques, donc des bonnes bactéries notamment pour l'intestin, ou encore la mélatonine qui est l'hormone veille-sommeil. On parlait tout à l'heure des allégations santé sur les produits. Alors, on a parlé de la cranberry. Par exemple, la berbérine, qui est très populaire aujourd'hui. À quoi est-ce qu'il faut faire attention sur la berbérine ? Alors, il faut vérifier que la berbérine soit apportée par deux plantes, notamment. Alors, ça peut être l'une ou l'autre, évidemment. Donc, c'est Berberis aristata ou épine vinette. Parce que c'est là où on a le plus d'études, et c'est des allégations d'ailleurs qui sont en attente auprès de l'EFSA, donc qui est l'autorité compétente en Europe qui justement assoit cette réglementation, on va dire, sur les allégations de santé, mais aussi sur la sécurité des produits. Donc la berbérine, il faut vérifier vraiment l'origine de la plante, et ça, il faut vérifier dans la liste des ingrédients, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on vérifie sur la liste des ingrédients ? La berbérine, notamment l'espèce utilisée, par exemple. Et ça peut être intéressant toujours de lire la liste des ingrédients. Par exemple, on a les formes de vitamines et minéraux qui sont utilisées. Parfois, c'est pas indiqué. Exemple, la vitamine D. On ne sait pas si c'est la D2 ou la D3. La D2 est moins bien que la D3, par exemple. Donc, on a les formes de magnésium également. Et ce qui est important dans la liste des ingrédients à vérifier, c'est aussi la partie de plante qui est utilisée. Par exemple, l'ortie, si on utilise la feuille, on est plutôt sur la reminéralisation, par exemple, du corps, on est sur les cheveux, alors que la racine de l'ortie, on est plutôt sur l'articulation ou encore la prostate. Donc vraiment ça, il faut faire attention à l'espèce de la plante et surtout la partie de plante utilisée. Les laboratoires et ceux qui produisent les compléments alimentaires sont-ils sérieux de la même façon ? Ou y a-t-il des producteurs qui sont plus sérieux que d'autres ? Ils sont pas tous sérieux. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Compléments alimentaires, votre évolution santé, parce qu'il faut bien choisir les produits. Et j'ai envie de dire, c'est un peu pareil partout. Les voitures, les trottinettes, les cosmétiques, on a toujours des bons et des moins bons produits. C'est aussi une question d'argent aussi. Peut-on mettre 25 € dans un bon magnésium ?
peut-être acheter un magnésium à 6 €, c'est du magnésium marin, c'est moyen, mais c'est toujours mieux que rien. En tout cas, ils sont pas tous sérieux, évidemment, ça dépend des additifs utilisés, ça dépend aussi de la forme galénique, liquide, solide, gélule, poudre, gummies aussi par exemple. Les gummies, il y a quand même beaucoup de choses à dire aussi. Donc, alors, les gummies pour tout le monde, c'est les petites gommes à mâcher, voilà, qui ressemblent à des bonbons hyper colorés, parfois sucrés, qui contiennent soi-disant des actifs santé. Et, vraiment, je suis un petit peu contre ces gummies qui, justement, descendent un peu le sérieux des compléments alimentaires. On est dans un produit de santé. Donc, c'est toujours embêté, sont vendus en pharmacie. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, il y en a vendu en pharmacie, un peu partout, sur Internet, mais c'est parce que les gens demandent aussi. Parfois, la pharmacie peut décider de ne pas en vendre, parce qu'il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur les pharmaciens. C'est qu'on rentre en pharmacie, on veut un conseil du pharmacien, et on dit je veux ces gummies et je veux rien d'autre. Donc à un moment donné, le pharmacien, il faut qu'il propose aussi le produit. Comment on fait pour s'y retrouver dans la jungle des laboratoires ? On lit les étiquettes, c'est important, s'il vous plaît. Ne regardez pas l'avant du produit. Par exemple, le magnésium. Imaginez un frigo avec un aimant. Le magnésium, c'est l'aimant. Je peux vous donner la quantité du frigo sur l'emballage, mais devant, sur le facing du produit. On s'en fout du frigo, en fait. Ce qui compte, c'est la quantité d'aimant collé au frigo. Et ça, vous l'avez derrière l'emballage. Donc ça, c'est important de regarder la quantité réelle d'oligo-éléments que vous avez à l'intérieur. Donc toujours lire la liste des ingrédients, ne pas se fonder sur les belles couleurs qu'on pourrait voir sur le facing. Ce qui peut être dit, vraiment, regarder la liste des ingrédients, la quantité, les parties de plantes utilisées. Mais comment on sait la quantité qui doit être utilisée en fait ? On pourrait en parler des heures, Philippe. On pourrait, sur sommeil, stress, on pourrait faire des émissions spécifiques. Mais je regarde vos vidéos, donc effectivement, mais c'est important de savoir justement quelle quantité, sur quelle durée, quelle doit être la durée de la cure, par exemple. Alors la durée, généralement, c'est une moyenne. En général, c'est 3 mois à peu près. Dès le premier mois, on ressent une efficacité. 3 mois, c'est quelque chose d'optimal. C'est parce que c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans les études ou les retours d'expérience. Et après, au niveau des quantités, ça dépend évidemment des actifs. Il y en a plus de 2000. Mais par exemple, le magnésium, il faut être autour à peu près de 250 à 300 milligrammes de magnésium élément, mais pas la forme de magnésium qui est le frigo qui est plus lourd. Donc regardez bien cette information. Il y a un pourcentage à côté qui peut vous aider, 66 à 80%. Voilà, ça c'est la petite tactique que je donne aux personnes pour être sûr et certain de ne pas se faire avoir, parce que je sais que parfois ça peut être un petit peu compliqué. Pour les plantes, il est important de faire la différence entre une poudre et un extrait. Alors une poudre, c'est quoi ? Une poudre, c'est juste une plante, on enlève l'eau tout simplement et on obtient une poudre. D'accord. Et l'extrait ? L'extrait, on va concentrer. Donc, je vous donne un exemple, mais il y en a beaucoup. C'est quand vous faites une infusion de votre thé vert le matin, la petite infusion, vous voyez, vous prenez pas le thé en fait qui est dans le sachet, vous laissez. Donc, vous faites une extraction. Dans la plante, vous avez, je dis n'importe quoi, des molécules. Vous avez des croix, des ronds, des triangles, et donc vous allez garder que les croix, par exemple, et vous allez très très concentré, par exemple avec de l'eau, ce qu'on fait avec des infusions de thé, ou alors avec de l'alcool, comme on faisait d'ailleurs dans la tradition. Après, on entraîne une évaporation de toutes ces molécules, des solvants notamment, pour garder vraiment l'essentiel, et donc on obtient un extrait de plante qui est concentré. Ça peut être difficile par contre de savoir la quantité réelle de plantes qu'on a à l'intérieur. Ça c'est un exercice, je sais bien. C'est pour ça que j'ai mis des quiz dans le livre justement. Pour savoir si les gens avaient suivi ce que vous disiez. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas simple, je sais, mais voilà, j'essaye. En tout cas, dans exemple, mes contenus, le safran par exemple. Qu'est-ce qui... Alors, le safran, c'est le plus simple, ça c'est top. Je rappelle, c'est une plante qui peut être intéressante pour le moral, l'équilibre émotionnel, la ménopause, l'endormissement et le stress. Et c'est pas le safran qu'on a en cuisine, parce que ça je le vois tout le temps, on me dit je mets le safran dans la gélule. Non, c'est un extrait qu'on va concentré. Vous imaginez votre infusion de plante de tout à l'heure. On va utiliser de l'alcool et de l'eau. Alors vous inquiétez pas, l'alcool il est évaporé à 100%. Et en fait, on va concentrer. Ça va être vraiment très 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 foncé. Et ensuite, on va évaporer tout ça et on obtient un extrait de plante. Pour le safran, c'est très simple. Il faut un extrait de plante et pas une poudre de plante. Donc c'est marqué par exemple extrait de safran. L'espèce est Crocus sativus. Et enfin, il faut qu'il y ait minimum 600 microgrammes de safranal, qui est un des principes actifs de la plante tout simplement et qui prouve que ça fonctionne. C'est ce qu'on utilise dans les études cliniques de toute façon. Si on prend un autre produit qui a beaucoup de succès, c'est le curcuma. Ah, j'adore le curcuma. Pour la curcumine, on fait comment alors, la curcumine, c'est la même chose. Donc, c'est issu d'un rhizome. On va concentrer. Et donc là, c'est facile. Il vous faut minimum 100 mg de curcumine pour que ça fonctionne. Ouais.
Voilà, donc là c'est assez simple. C'est de la curcumine, ne pas confondre avec le curcuma. Donc je rappelle, le curcuma contient tout un tas de familles de molécules, dont la curcumine. Le curcuma en cuisine est intéressant, mais il contient de 1 à 5% de curcumine qui n'est pas très bien assimilée. Et donc là, le complément alimentaire étant un petit peu entre l'aliment et les médicaments, on va concentrer la curcumine, d'ailleurs qui est blanche. Hein. La curcumine, elle est blanche. Ah oui. Oui, elle est blanche, la curcumine. Vraiment, si on la purifie à 100%, c'est blanc. Et donc en fait, il faut minimum 75% de curcumine dans l'extrait, mais surtout, pour faire simple, pour pas rentrer dans des trucs trop scientifiques, il faut que l'extrait apporte minimum 100 mg de curcumine environ, et là ça fonctionne bien. Vous avez commencé à en parler rapidement tout à l'heure, des formes galéniques des produits. Alors c'est quoi une forme galénique ? La forme galénique, c'est par exemple le gummies, le stick, la poudre, le comprimé, le liquide, la gélule, etc. Et qu'est-ce qui est le plus efficace finalement ? Alors, ils sont tous pour l'expert. Alors, ils sont tous intéressants. Il y a vraiment, voilà, il y a des cas par cas. Les gummies, par exemple, quand on utilise des vitamines naturelles, comme on chauffe le gummies, c'est un petit peu compliqué à stabiliser tout de même. Dans le gummies, on n'a pas assez de place en plus. C'est gélifié, donc c'est compliqué de mettre tout un tas d'actifs. Mais sinon, il n'y a pas trop de choses à dire ici. Il y a des petites spécificités, effectivement. La vitamine D en spray, si c'est un vrai spray, j'ai plutôt tendance à éviter. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas seul. On a plein de bactéries dans notre intestin et elles aussi ont besoin de vitamine D, elles sont gourmandes en vitamine D. Et donc pour être sûr et certain de ne pas avoir trop d'absorption au niveau de la bouche, au niveau bucco, eh bien je conseille la vitamine D par exemple en gélule, en comprimé, en capsule ou encore en liquide, en goutte tout simplement. Voilà, Mathieu, créateur du média NutraStream, publie son premier livre, ça s'appelle Compléments alimentaires, votre révolution santé chez Marabout. Les compléments alimentaires est une expertise qu'il faut maîtriser. Il faut quand même le dire, comme toujours, on parle d'allégations santé, on parle de santé, parce qu'il peut y avoir parfois des interactions. Tout à fait, des interactions entre des vitamines et minéraux. Le fer et le zinc, par exemple, ne vont pas ensemble. Et quoi d'autre, par exemple ? Oh là, il y en a beaucoup. Alors, on va dire le cuivre et la vitamine C, le cuivre et la vitamine E. On a plutôt tendance aussi à éviter le collagène avec les whey de protéines. Souvent, on fait le mélange avec les poudres de protéines et le collagène. Alors là, j'ai moins d'études tout de même. C'est plutôt des retours d'expérience. Les protéines en poudre, notamment chez les sportifs, mais pas que. Voilà, pas que. La sarcopénie, etc. Ça peut être assez utile. Donc là, on va prendre le collagène plutôt à part pour être sûr qu'il fonctionne. Vous avez vu, Philippe, je vous fais la transition collagène. Ouais, là, attendez, je voulais vous parler de synergie, mais si vous voulez la transition collagène, le collagène, on en a parlé dans cette émission. Alors, il y a beaucoup de choses sur le collagène. Ça fait couler du papier, des vidéos, le collagène marin. Bon, est-ce que le collagène, déjà, c'est utile ? On va rappeler ce que c'est que le collagène. Oui, bien sûr. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante dans notre corps. On la retrouve dans les tendons, dans les tissus, les muscles, les articulations et la peau notamment. Alors, il y a différents types dans le corps. Et c'est une collagène qu'on va retrouver dans le monde animal. C'est pour ça qu'on a du collagène d'origine marine ou d'origine bovine. Le collagène vegan, par exemple, n'existe pas. C'est un abus de langage qui est totalement inutile. Et oui, on entend tout et n'importe quoi sur le collagène, donc j'ai hâte de répondre à vos questions, Philippe. Maintenant, sur le collagène, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça sert à quelque chose, le collagène ? Alors, à ce jour, oui. Le collagène, il est utile pour l'élasticité, la beauté de la peau et un tout petit peu pour le confort articulaire et tendineux. J'ai entendu dans votre émission dernièrement une professionnelle nous dire que le collagène était radiologiste, le collagène était une arnaque. Alors moi, je veux bien débattre à la télé ou dans les médias, ça avec plaisir. J'attends que ça d'ailleurs. Appelez-moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il se passe quoi ? Dans le collagène, les études, oui. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, les études sont moyennes. Et d'ailleurs, dans les études, c'est écrit, dès le résumé, d'autres études sont nécessaires pour confirmer les résultats. Ils n'ont pas menti. Bon. Aujourd'hui, j'ai plus d'études sur le collagène que les pruneaux, la constipation, que la méditation et le mal de tête, et que la vitamine C dans les cosmétiques et l'éclat de la peau. Pourtant, on leur dit rien à eux. Mais d'un coup, le collagène, hop, on jette l'opprobre sur ces produits. Et je trouve ça pas très juste entre nous, parce que le collagène, il peut être utile. Alors oui, il faut mener plus d'études pour le confirmer, et c'est pas parce que les études sont moyennes qu'il faut dire forcément que ça ne fonctionne pas. En gros, ce que je veux dans les médias, c'est qu'on dise simplement, de manière objective, ce qu'il en est, et c'est à l'auditeur ou à l'auditrice de prendre sa décision éclairée. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais c'était aussi peut-être pour répondre au battage qu'il y a eu autour du collagène, et à son succès. Mais ça sera pas le seul. Alors,
Chose très intéressante tout de même, depuis le matraquage publicitaire, on va dire négatif en tout cas autour de ces produits, on a eu un pic de vente. Donc bien fait pour les détracteurs du collagène. Pourquoi ? Parce que dans les commentaires, j'ai regardé ça vraiment un petit peu de loin, mais dans les commentaires, les gens disent ah bah non, moi ça, je trouve ça hyper utile pour le confort articulaire, pour la peau, etc. Donc ça c'est bien, ils s'échangent un petit peu leur astuce au niveau des marques de collagène. Donc en tout cas, comparé à des produits minceurs, effectivement, là il y a quand même beaucoup de choses à dire. Sur le collagène, aujourd'hui, les gens sont plutôt satisfaits. Alors, les compléments multivitaminés, qui ont beaucoup de succès, surtout à cette période de l'année. Alors, il y a pas mal d'études, et parfois certaines sont contradictoires, mais certaines études ont montré des liens entre les compléments multivitaminés avec le cancer, notamment aux États-Unis. Il y a une étude qui a suivi 500 000 retraités américains qui, pendant 15 ans, avait consommé quotidiennement des compléments alimentaires multivitaminés et qui a conclu que ça augmentait le risque de survenue de cancer. Qu'est-ce qu'on sait sur ces compléments ? Et déjà, quand on prend un complément multivitaminé, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans ? Alors, il y a deux questions. La première, c'est attention aux études américaines, parce que là-bas, le complément alimentaire n'est pas du tout le même que dans l'Union européenne. Les dosages sont parfois multipliés par 10. Donc effectivement, c'est comme l'eau, vous buvez 7 litres d'eau, vous mourrez. Ouais. Donc ça, c'est quand même important de le dire. D'autant qu'il y a une autre étude américaine, Philippe, alors je n'ai pas le nom, il faudrait que je vous la retrouverai, qui nous dit que les multivitamines et minéraux sont très intéressants, notamment pour le déclin cognitif. Donc attention aux études américaines. Ils utilisent beaucoup aussi, dans cette étude, je pense que c'est celle-ci, il y a des contrefaçons également. Donc attention toujours à lire les études, à bien comprendre la méthodologie, c'est important. Aujourd'hui, les compléments alimentaires sont quand même encadrés par l'EFSA. Alors autant je les déteste pour le côté allégation de santé, autant pour la sécurité, on n'en a jamais assez, je trouve. Donc plus il y a de la sécurité, mieux c'est. Ça, je suis plutôt d'accord. Bon, ça c'est le premier point. Pour les multivitamines et minéraux, effectivement, donc il y a un encadrement au niveau de l'Union européenne, notamment en termes de dosage, en termes de composition. Et pour avoir un bon multivitamine et minéraux, alors la première chose, c'est les interactions. Donc par exemple, le fer, le manganèse et le cuivre sont des actifs naturels qu'il ne faut pas retrouver dans un multivitamine et minéraux pour deux éléments. La première raison, c'est qu'en fait, ils rentrent très souvent en interaction négative avec d'autres éléments, donc comme le fer et le zinc, ou à l'instar du fer et du calcium, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Et on ne prend pas de fer, de manganèse ou encore de cuivre si un bilan ne montre pas la carence tout de même, effectivement. Pour le reste, aucun problème en tout cas. Et le deuxième point à regarder, ce sont quand même les additifs controversés. Parce que l'ANSES, qui est une autorité française liée bien sûr à la sécurité des aliments, du travail, de l'environnement, etc., sont en train de contrôler un certain nombre d'additifs en ce moment. Donc par principe de précaution et en tant que scientifique, j'ai plutôt tendance à les éviter. Alors, quels sont-ils ces additifs controversés ? Alors il y en a plus d'une cinquantaine dans le livre, mais là je vous en donnais déjà 3 qui couvrent plus de 80% du marché. Donc il faut lire la liste des ingrédients. Donc je vous prie de m'excuser par avance si c'est des noms trop scientifiques, mais c'est ainsi. Donc on retrouve le dioxyde de silicium, qui est pour moi, celui-ci je pense qu'il va être interdit à terme, comme le dioxyde de titane dans les aliments et les compléments alimentaires. Donc dioxyde de silicium, notamment. Ouais, non, ça, voilà. Donc dioxyde de silicium, je pense qu'il va être interdit. Stéarate de magnésium, alors fait très intéressant, depuis que je crée des contenus et j'ai dénoncé le stéarate de magnésium, des marques ont changé le nom et elles ont le droit en sel de magnésium d'acide gras, donc ne vous faites pas avoir, c'est exactement la même chose. Et le troisième additif à éviter, c'est la cellulose microcristalline. Voilà, c'est vraiment 80% du marché, donc là vous pouvez lire bien l'étiquette pour faire un petit peu le ménage dans tout ça. Ça fait beaucoup de choses à lire sur les étiquettes. Si tout le monde est comme moi bigleux, comme en général c'est écrit en tout petit, ah oui. il faut s'amuser. Ah, je sais bien, il faut se munir d'une loupe parfois, oui, je sais. Ouais. Il y a des applications qui existent un petit peu comme ça existe pour les produits qu'on achète en grande surface avec justement la liste des ingrédients. Non, pour le moment, il n'y a pas d'application qui nous dit go, no go. Alors en plus, les applications comme ça, cosmétiques et aliments, sont quand même assez... assez décrié, parce que pareil, le curseur, il faut quand même le placer au bon endroit. Mais en tout cas, pour le complément alimentaire, il n'y a rien à ce jour d'intéressant. Alors, comment s'appelle le super aliment et complément naturel pour les sportifs dont vous n'avez pas le droit de parler ? Pardon. Vous voulez vraiment que j'aille en prison, Philippe, c'est ça, non ? Mais attendez, on ira tous les deux. C'est vrai ? Ouais. Ok, alors, les oméga 3, notamment si vous faites de la musculation, ouais. Normalement, on ne peut pas dire que les oméga 3 sont anti-inflammatoires.
c'est pas autorisé. D'accord. Alors que c'est le cas. Alors, évidemment, ce ne sont pas des médicaments. Je le rappelle, le naturel a ses limites, bien entendu. Mais encore une fois, on n'attend pas d'avoir un problème. C'est toujours le même débat. Mais en fait, quand on fait du sport, il y a des inflammations et il peut y avoir aussi des troubles intestinaux. On l'observe chez les sportifs. Et donc, les oméga 3, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire de manière officielle, c'est fonction cardiaque, la vision et le cerveau. Alors qu'aux États-Unis, au Canada, on peut parler du moral, du côté un petit peu anti-inflammatoire, etc. Donc voilà, merci Philippe. Écoutez, en prison, envoyez-moi des oranges. Voilà. Alors, puisqu'on est sur les sportifs, il y a pas mal de compléments alimentaires pour les sportifs qui sont de gros consommateurs de poudre et de compléments alimentaires. Vous dites-vous que les BCAA sont pas très... ça ne sert à pas grand-chose pour les sportifs. Donc ça, ce sont des acides aminés. Aminobranchés, donc c'est des acides aminés qui sont intéressants pour la récupération par exemple. Ça présente pas tellement d'intérêt. Non, parce que dans les aliments on en apporte assez et souvent les sportifs, ceux qui font de la musculation en tout cas, utilisent des poudres de protéines et il y en a à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'intérêt. Je préfère à la rigueur prendre du magnésium, de la vitamine D ou même l'ashwagandha qui est une excellente plante pour le sport. Alors n'oubliez pas, les contre-indications sont indiquées. Demandez conseil à votre pharmacien, je le rappelle toujours. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Mais c'est important, Philippe. C'est important. Je ne donnerai pas toutes les contre-indications, mais c'est important de le préciser tout de même. J'ai pas envie d'aller en prison, Philippe. Mais en tout cas, oui, dans les poudres de protéines, quand elles sont bien faites, les poudres de protéines pour les sportives et les sportifs, il y a déjà des BCAA en fait à l'intérieur. Donc ça sert à rien d'en rajouter en gélule ou en poudre, ça coûte plus cher, autant acheter d'autres actifs naturels ou d'améliorer son alimentation aussi. J'aimerais qu'on parle des probiotiques. Beaucoup à l'entrée de l'hiver conseillent une petite cure de probiotiques. Et là, dans les probiotiques, il y a à boire et à manger. À quoi on fait attention? Déjà, quelle souche prendre pour les probiotiques? Alors, c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais rapidement, en général, sauf cas spécifique, pareil, il faut lire la liste des ingrédients. Donc, il faut au moins 2 lactobacillus et 1 bifidobacterium. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des numéros de souches parce que certaines sont vraiment, bien sûr, très intéressantes. La deuxième chose à dire, c'est la quantité. Il faut à peu près 4 milliards d'UFC, union formant les colonies. Et ça, c'est écrit sur l'étiquette. Voilà, pour pas rentrer trop dans le détail scientifique, vous avez toujours la quantité sur l'étiquette. Donc, il faut 4 milliards minimum. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir 200 milliards ou 100 milliards. La course à la quantité, parfois, c'est même inutile. Il y a des souches de remplissage qui ne servent à rien. C'est juste pour se dire, regardez, moi, j'en ai plus qu'un autre. Non, 4 milliards minimum, c'est déjà largement suffisant. Et troisième chose comme à vérifier, c'est la souche doit être soit micro-encapsulée, c'est-à-dire elle est protégée en fait de l'acidité gastrique, ou la gélule doit être gastro-résistante. Et ça, l'information est indiquée sur l'étiquette. Si c'est pas le cas, changer de produit, c'est plus simple. Alors à l'automne, on a également besoin de muscler ses défenses immunitaires. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors il y a beaucoup d'actifs et l'Europe autorise de nous en parler. C'est quoi votre Dream Team pour vraiment le trio gagnant. Le trio gagnant, c'est vitamine C, zinc, vitamine D. Ce sont 3 actifs de santé naturelle qui vont contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire, que je peux conseiller en automne, également en hiver. Et puis après, c'est ceux dont on a parlé au moment du Covid d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, effectivement. Les 3 stars du Covid. Oui. Donc là, on peut y aller. Oui, bien sûr. Et puis, on peut même demander conseil au cas où, en cas de doute. Mais oui, ce sont 3 actifs qui sont très, très, très intéressants et qui peuvent vraiment vous aider avant l'entrée de l'hiver. Bon, ceux qui liront le livre verront que pour les yeux, vous n'avez pas le droit de nous parler de l'intérêt de là et de là. Mais on peut parler de la plante qui en contient. Tagetes erecta. C'est le nom de la plante, je vous prie de m'excuser. C'est très scientifique, mais je ne décide pas du... Comment vous dites ? Parce que là, moi, je ne vous ferai pas une conférence dessus. Hein. Tagetes erecta. D'accord. Ça, c'est... Voilà, c'est une plante qui apporte des phytonutriments, des actifs. Très intéressant pour la vision. La suite est dans votre livre, alors avec des fiches très détaillées, plante par plante, produit par produit, là si vous voulez. Complément alimentaire, votre révolution santé, vitamines, plantes, collagène, toute la vérité pour faire le bon choix chez Marabout. On vous retrouve sur votre média NutraStream. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci beaucoup, Philippe. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et voilà, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.